Bonjour à tous et bienvenue dans ce meet-up consacré à Miro, dans lequel nous allons découvrir un peu les dernières fonctionnalités IA proposées par l'outil et voir comment elles peuvent être très puissantes sur plusieurs étapes du cycle de vie d'un produit. Donc je me présente brièvement, je m'appelle Pierre, je suis consultant innovation chez Segus depuis bientôt 3 ans. J'interviens chez des clients pour résoudre des problématiques métiers, notamment sur des thématiques liées à la data et à l'IA. Et Miro est un outil qui m'a permis de faciliter de nombreux ateliers. Et c'est en ce sens que je viens vraiment vous partager ce vécu terrain de comment cet outil a pu m'aider. Et je vais vous montrer comment aujourd'hui. Et je suis accompagné aujourd'hui par Liane, qui va nous faire une courte introduction sur les irritants concrets que peuvent rencontrer des équipes produits au quotidien. Et notamment comment du coup Miro a fait pour vaincre un peu ces irritants. Je te laisse la parole, Liane. Bonjour, je m'appelle Lihan, aussi consultant en innovation chez Cébus. Avant de laisser Pierre vous montrer comment il utilise Miro avec ses clients, je vais prendre 2 minutes pour poser le problème. Parce que si on montre juste les features, on répond à une question que personne ne s'est posée. Donc, voici les 3 situations que je pense que beaucoup d'entre vous reconnaissent. Premier constat, quand on développe un produit, on utilise un outil pour la discovery, un autre pour le backlog, un autre pour la roadmap et encore un autre pour le prototypage. Chaque outil est bon dans ce domaine, mais rien ne les relie. Résultat, c'est que à chaque handoff, on perd du contexte. Pourquoi ce ticket a été priorisé? Quelle décision a mené à ce flow? Souvent, la réponse est dans la tête de quelqu'un, pas dans un outil. Deuxième constat, c'est lié aux premières. Les insights data, les pain points remontent en discovery, arrivent rarement intacts jusqu'à la roadmap. On fait un atelier, on note les post-it, et 3 semaines plus tard, personne ne se souvient pourquoi telle fonctionnalité a été priorisée plutôt d'une autre. La discovery et la delivery vivent dans 2 mondes séparés. Et le troisième constat, c'est le feedback. On teste en prototypage, on les traduit en release note, puis on les communique aux stakeholders via les slides. Ça fait 4 étapes et 4 formats différents. Et à chaque étape, on repart sur zéro sur la mise en forme. La boucle de feedback devrait accélérer la décision, mais souvent, elle la ralentit. Et c'est justement ce que Pierre va vous montrer, comment on adresse ces 3 irritants avec un seul outil, Miro. Merci beaucoup, Liane. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, je pars d'une logique produit qui va en fait, on part toujours d'un problème à résoudre, à chercher à comprendre le pourquoi plutôt que le comment. Et donc, c'est ce qui va être notre point d'entrée pour ce démonstrateur. Et le fil conducteur qu'on va avoir tout au long de cette démonstration, en fait, c'est le cas d'usage Foodie. Donc Foodie, pour ceux qui ont pu suivre quelques meet-up depuis longtemps, c'est un cas d'usage qu'on aime bien chez Segus. Donc c'est une application de livraison de nourriture et de boissons dans les stades. Et aujourd'hui, en fait, on va se servir de ce produit un peu pour dérouler toutes les étapes de discovery et de delivery du cycle de vie d'un produit. Et donc aujourd'hui, en fait, on va essayer de générer des pain points à partir de ce produit qu'on pourrait savoir comme une application digitale qui existe déjà. Et c'est ce qu'on a en fait configuré à travers ce bouton où on va générer des pain points. Donc je vais vous montrer comment je l'ai configuré. Donc il est directement alimenté par cette nouvelle fonctionnalité de Miro qu'on appelle Sidekicks, qui est vraiment en fait, on va dire, notre agent IA dans Miro et qui est configuré en tant que tel. Donc là, on l'a mis en appel de ce bouton. Donc on va en action créer avec l'intelligence artificielle de Miro. Donc on peut générer des notes, des documents, des tables, des images. Ici, aujourd'hui, on va créer des post-it. C'est vraiment ce qui nous intéresse pour pouvoir prioriser après les pain points. Et là où je vais insister, c'est vraiment sur le paramétrage du prompt. Donc en fait, on va avoir dans cet onglet de configuration un prompt tel qu'on peut l'avoir sur les LLM classiques ChatGPT Claude. On va pouvoir en fait raisonner sur qu'est-ce qu'on veut vraiment que l'IA nous apporte. Et aujourd'hui, du coup, on a découpé en plusieurs segments le persona, le contexte, la tâche, les contraintes et le format de sortie de ce qu'on veut, ce qu'on attend de l'IA et qu'elle nous génère du coup les pain points. Donc je ne vais pas vous relire exactement tout le prompt, mais l'idée c'est que oui, on a bien insisté sur le fait qu'on était Foodie, une application de livraison de nourriture et de boissons utilisée par les spectateurs à l'intérieur des stades et des arènes.
On rappelle le contexte utilisateur, la tâche, on veut exactement 5 pain points critiques du parcours d'achat sur Foodie. On met quelques contraintes et le format de sortie, on le rappelle ici, c'est vraiment dans une logique de prompt engineering, mais tout en sachant que on l'a déjà précisé en amont, mais c'est qu'on veut générer des pain points visuels sous forme de sticky notes individuels. Donc en cliquant sur le bouton, ça va être assez rapidement, on va pouvoir voir les 5 post-it qui vont arriver ici. Hop, je vais les agrandir. Donc voilà, on a vraiment l'IA qui a pris en compte notre contexte et donc qui nous génère 5 pain points avec une description et un impact sur l'utilisateur. Donc le menu lisible, personnalisation fragile, paiement interrompu, préparation opaque, remise imprévisible. Et c'est vraiment en fait des pain points qui partent un peu d'un constat zéro, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a vraiment, on peut avoir un espace libre de se dire qu'on a en contexte atelier, on a pu avoir énormément de post-it et l'IA permettra en fait un peu de les trier, de les raisonner sous des patterns pour avoir ce type d'output au final. Donc on peut avoir vraiment toutes les insights terrain qu'on peut avoir pour pouvoir nous générer en fait après ces post-it qui vont avoir plus de valeur sur la suite du parcours du cycle de vie du produit. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je veux vous faire intervenir, du coup, cet deuxième aspect de fonctionnalité IA chez Miro qui s'appelle Flow et qui permet en fait de prendre n'importe quel élément du board pour en faire un élément de contexte pour l'IA. Donc ça va fonctionner un peu comme un RAG. Et ici, du coup, je veux générer un peu le premier socle du cycle de vie d'un produit, donc à savoir le backlog. Et aujourd'hui, du coup, je vais en prendre en compte ces pain points et je vais vouloir générer à partir d'un outil table le backlog. Donc là, c'est vraiment la même logique de prompt, à savoir, je vais vouloir être le plus détaillé possible, de sorte à avoir le meilleur résultat possible. Je vais directement, avant de détailler le prompt, demander à l'IA de générer cet objet. Ça peut prendre un certain temps, ça prend un peu plus de temps généralement que pour les pain points classiques, car on a quand même donné plus d'informations et on est sur un outil qui nous demande plus de différentes catégories, le titre, la description, le statut, qui on va assigner, la date de début, la date de fin. On a vraiment tous ces champs qui vont être remplis automatiquement par l'IA. Et on va pouvoir du coup avoir un premier backlog que vous pouvez voir ici. Donc je vais vous remettre juste le prompt que j'avais préécrit, s'il veut bien s'afficher. Voilà. Donc j'avais vraiment rappelé le contexte, la tâche, donc générer un backlog, et les règles de génération. Donc c'est ici qu'on peut être le plus précis possible, de créer une à deux user stories par pain point, d'avoir un verbe d'action. En tant que spectateur, je veux telle action afin de bénéficier de telle fonctionnalité, de tel rendu, la complexité, la priorité. Vraiment ici, c'est ici qu'on va pouvoir calquer un peu notre mode de rédaction d'une user story pour avoir le résultat le plus attendu à nos attentes. Et donc on peut voir ici que le rendu est vraiment pas mal, dans le sens où on a bien vraiment 10 user stories sur les 5 pain points qu'on a générés. Et c'est sur cet aspect que j'aimerais insister, c'est qu'on va vraiment pouvoir éditer ce rendu. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas attentiste de ce que va nous proposer l'IA. On va vraiment après pouvoir, si on juge que l'US n'est pas rédigé comme on le souhaite, on va pouvoir vraiment changer la rédaction, modifier la complexité, changer la priorité. Vraiment, tous ces éléments peuvent être pris en compte. On peut changer la structure si on préfère avoir une description en premier. Enfin, vraiment, c'est vraiment éditable au possible, de sorte qu'on puisse vraiment avoir le rendu final qu'on souhaite. Et ce qui nous amène donc à la deuxième étape, donc dans une logique de backlog, on va vouloir dans le temps avoir un peu une répartition de ces différentes US. Et c'est là qu'on va avoir vraiment la même logique. Je ne vais pas me répéter. Souvent, vous allez peut-être avoir une impression de redite sur ces nombreux prompts que je vais vous présenter. Mais l'idée, c'est de montrer une exhaustivité sur le nombre d'objets qu'on peut créer sur Miro. Mais après, derrière, la logique est toujours la même, à savoir, on va faire du prompt, donc on va pouvoir customiser. Derrière, on peut prendre chaque élément qu'on vient de créer, donc notamment ici le backlog qui vient alimenter cette roadmap et qui va nous permettre en fait d'affiner petit à petit la pertinence des objets qu'on va créer. Euh, et donc là, ici, comme on peut le constater, on a créé une roadmap qui vaut ce qu'elle vaut. Il peut y avoir des subtilités qui ne seront pas prises en compte, ça reste de l'IA, ça reste du résultat qu'on doit vérifier. Mais ici, on peut avoir aussi également une totale liberté
sur comment on vient positionner nos différentes US, comment on vient créer de la dépendance entre les stories. On peut changer, modifier la date de nos jalons. Et vraiment, on a ce rendu qui est vraiment une première base solide et qui permet de vraiment avoir tout au même endroit. Donc là, à savoir, on va plus avoir notre roadmap sur un autre outil différé, notre backlog sur Jira, une roadmap en planning sur un PPT. On va vraiment avoir tout au même endroit. Et c'est vraiment ça qui fait la force de cet outil. Ensuite, comme vous allez pouvoir le constater, en fait, on va vraiment générer 6 objets différents, tous dans cette même logique. Et pour gagner du temps, je vais quand même, parce que c'est des objets qui peuvent prendre un peu de temps à se générer. Donc là, c'est vraiment le diagramme, donc de construire un parcours utilisateur à partir du backlog. Donc je vais directement mettre le rendu en routine. Mais c'est vrai que c'est une étape qui peut parfois être un peu fastidieuse. On perd pas mal de temps à vouloir générer un parcours utilisateur à partir de vraiment tous les insights qu'on aura collectés au cours d'un atelier, prioriser ces feedbacks. On va vouloir du coup créer ce parcours utilisateur et ici, grâce à cet outil, on va pouvoir avoir directement un diagramme, toujours pareil dans cette logique d'édition. Donc voilà, il apparaît là. Le résultat est ce qu'il est. C'est vrai que c'est pas forcément l'objet dont je suis plus fan en termes de rendu, mais il a le mérite d'exister et il mérite d'avoir une base solide qui est cohérente et qui va permettre après d'éditer, de changer, de modifier comme on souhaite notre produit in fine. Hop, donc là ensuite il a un peu d'overflow avec le prochain objet que je cherche à vous montrer, qui est peut-être un peu le plus impressionnant. Donc ici, on va passer sur l'objet prototype. Donc à partir de tous les éléments qu'on a créés, on peut en prendre plusieurs. En fait, chaque élément créé peut devenir une donnée d'entrée du nouvel élément qu'on va chercher à créer. Donc ici, admettons, je vais prendre le backlog, je vais prendre ce user flow. Hop. Voilà, donc je peux prendre ces deux éléments. Et de la même manière, je vais demander de concevoir un prototype de l'application. On peut avoir des spécifications du prototype, des écrans générés. On peut être très précis dans ce qu'on veut attendre en termes de rendu. Et c'est vraiment ça qui va affiner la puissance du résultat. Je vais clairement dire que c'est vraiment l'étape qui va prendre le plus de temps. Donc peut-être qu'on y reviendra plus tard dans la mesure où ça peut prendre vraiment 2, 3 bonnes minutes, car il y a quand même beaucoup d'éléments à prendre en contexte et derrière on a vraiment une application cliquable. Mais vraiment on peut prendre ces différents éléments pour construire un prototype qui va être cliquable et directement utilisable par les utilisateurs. J'y reviendrai peut-être dans un second temps pour vous montrer un peu aussi les deux autres objets que je veux présenter, donc à savoir la release note et potentiellement des slides de communication. Euh, donc l'idée de se dire ici, c'est qu'on est vraiment sur le point de rupture vraiment entre la discovery et le delivery, et ce que nous disait Liane en introduction, on veut vraiment avoir tout au même endroit, Miro comme une plateforme produit où on va plus avoir cherché à comprendre d'où vient le why, enfin d'où tout sera vraiment centralisé au même endroit. Et dès lors qu'on va vouloir écrire une release note à destination des développeurs ou des slides de communication pour une audience plus type Mancom ou autre, ou stakeholders, on va vouloir du coup tout centralisé au même endroit pour éviter de collecter à droite, à gauche un prototype sur Figma, notre backlog sur Jira. On a tout au même endroit et on va pouvoir du coup concevoir à partir de ces différents objets des slides de communication et une release note. Hop, toujours dans cette même logique, je vais récupérer mon backlog. Ce qui est bien aussi, c'est que je lance pour vous montrer, toujours dans cette même logique de prompt, d'avoir un peu la structure de comment on cherche à éditer une release note. J'espère qu'en mettant différents algorithmes, je ne vais pas complètement avoir trop de charge derrière qui va permettre de ralentir tout le système. Mais l'idée, du coup, c'est d'avoir cette release note qui va être à destination d'une audience tech et qui va permettre en fait de prendre un peu tous les éléments qu'on a récupérés de la discovery, de la priorisation et du coup d'avoir une notice claire de ce qu'il va avoir dans cette prochaine release. Pour la communication, donc là on commence déjà à voir la slide de release note se rédiger elle-même, toujours dans l'éditabilité qui pourra être, qui est vraiment le point phare de cette démonstration, à savoir vraiment travailler combiné avec l'IA et de se dire on peut très bien avoir une base solide et derrière retravailler le document derrière pour qu'il soit vraiment
conforme à nos attentes. Donc là, c'est vraiment le format, il a vraiment suivi le format que je lui ai donné dans le prompt, à savoir d'avoir le nom des fonctionnalités avec un ID précis, de les répertorier par grande catégorie de fonctionnalités, donc suivi notification, UX et performance, les problèmes connus, prérequis de déploiement, tout ça dans une release note qui est claire et concise. Et en attendant, on a toujours le prototype qui est en attente. Mais en fait, j'aimerais bien utiliser ce prototype comme une donnée d'entrée des slides de communication. Donc on va patienter encore un peu avant de lancer le prompt pour la communication. Mais l'idée est bien d'avoir vraiment l'ensemble de ces éléments. Comme je suis quelqu'un de malin, j'ai... Ah, voilà, il arrive. Donc, est-ce qu'on va... Voilà. Donc voilà directement le type de rendu qu'on peut avoir grâce à la fonctionnalité prototype de Miro. Donc on a vraiment les 6 écrans qui constituent vraiment le parcours utilisateur qu'on a défini en amont. Et vraiment l'idée est là de se dire qu'on va vraiment pouvoir gagner du temps dans la mesure où on a un prototype qui est presque même utilisable et testable par des users. Donc on peut vraiment avoir une première version testable qui va nous permettre, en fait, avant de faire un handover avec une équipe de designers, d'avoir un premier shot, un premier MVP, qui va nous permettre de tester un peu nos premières hypothèses et de faire des ajustements en fonction. On peut reprompter, du coup, et refaire une autre version en prenant en compte en prenant en compte, apparemment, si on voudrait avoir potentiellement ce bouton qui n'est pas assez précis, le changer, on peut vraiment après adapter avec du prompt engineering, changer quelques détails de l'application, de la maquette pour en fait avoir une boucle itérative assez en amont et permettre en fait d'éviter tout ce temps d'une boucle avec les designers, les développeurs qui vont perdre du temps. Ici, on peut avoir directement des premières maquettes testables par les utilisateurs pour enfin, pour avoir après une logique d'un produit fini plus détaillé et beaucoup plus rapidement. On peut Donc, poser des questions il y a quelques approximations, bien sûr. Ça se veut pas un outil parfait, ça se veut pas être ça se veut pas être une application qui va être directement sur le marché, mais ça permet d'avoir déjà des premières bases et des premiers retours utilisateurs qui seront très précieux pour ce gain de temps. Donc voilà à peu près du coup le C'est bon, spectre on peut de poser ce une qu'on peut question ou avoir. pas? Ah, on n'a plus le partage d'écran? Il y avait un participant qui voulait poser une question. Ah. Moi, pourtant, je partage Excusez-moi, toujours. vous m'entendez ou pas? Oui. Ah, c'était une petite question, je sais pas si on pose des questions maintenant ou à la fin. Oui, bien sûr, allez, vous pouvez poser une question. Il y aura Ah, une séance de questions-réponses à la fin. Allez-y, n'hésitez pas. ouais, c'est pour savoir, c'est marqué prototype, mais là c'est plus des maquettes ou c'est interactif? Enfin, ou c'est Alors, plutôt maquette c'est une version interactive? qui est en bêta. Je sais que normalement, là, je pense que c'est pas cliquable. Ça dépend des résultats. Des fois, c'est cliquable, des fois, ça l'est pas. Ici, bon, ça l'est pas, mais je sais que ça a vocation d'être vraiment un prototype cliquable. Là, le fait est que effet démo et version bêta, ça marche pas, mais je sais que ce sera potentiellement dans une future roadmap de Miro où on aura vraiment des prototypes cliquables. Je sais notamment qu'ils ont, alors je ne sais pas à quel horizon, mais ils ont des partenariats avec des éditeurs de vibe coding type Lovable qui permettront aussi d'être beaucoup plus poussés dans le type de rendu qu'on pourra avoir. Ils intégreraient Lovable à l'intérieur de Miro? Ouais, complètement. Enfin, c'est une des features dont j'ai entendu qu'ils allaient parler. Après, j'ai pas du tout la visibilité sur quand ça apparaîtrait, mais c'est une de leurs features dans la roadmap. Ouais. Ok, merci. Je vous en prie. Donc voilà, et comme j'expliquais, du coup, après, on peut potentiellement reprompter pour enfin, prendre en fait cet outil. On peut imaginer prendre cette maquette et relancer un autre prototype en disant prends en compte tel insight utilisateur et il régénérera du coup une maquette en fonction des insights qu'on aura priorisés et des retours utilisateurs pour avoir une nouvelle maquette. Et ça peut se faire du coup dans une séance en atelier pendant un certain temps dans une boucle itérative très rapide sur une journée plutôt que sur plusieurs semaines comme on peut le faire aujourd'hui dans un temps, on va dire, classique sans IA de boucle d'itération d'un prototype.
Et enfin, le dernier objet du coup d'étape de communication. Donc du coup, je vais reprendre plusieurs outils. Donc je vais prendre mon user flow, mon prototype. Je vais prendre vraiment tous les éléments, mon backlog, et je vais voir générer mon slide de communication. Je vais lancer aussi parce que ça va prendre un certain temps. Mais voilà, l'idée étant que pour cette dernière étape, une fois on va vraiment avoir sur ce whiteboard à la fois le pourquoi, donc toute la réflexion en amont de pourquoi on l'a créé, et de ce qu'on va communiquer. Donc c'est-à-dire que là, vraiment, si jamais quelqu'un qui va travailler sur une présentation à la fin se posera une question, parce qu'il peut y avoir plusieurs parties prenantes qui travaillent sur ce deck de slides, et quelqu'un qui a une question se demande pourquoi on est parti là-dessus, il va directement pouvoir se dire, ok, ça vient de tel objet, de tel insight utilisateur, ok, d'accord, je comprends pourquoi, et du coup, on pourra contribuer collectivement aussi bien sur cette plateforme qui est une plateforme de collaboration où on peut avoir plusieurs users qui vont partager en même temps, lâcher des commentaires. Donc ça, c'est les fonctionnalités de base de Miro et qui fait qu'on le connaît aujourd'hui en tant que whiteboard collaboratif, qui était déjà une première puissance de Miro. Mais aujourd'hui, via ces objets avec IA, notamment on gagne en collaboration, mais aussi on intègre l'IA en tant que collaborateur à part entière, finalement, de toute dans toute cette logique. Et on vient créer vraiment aussi tous les assets qui vont nous permettre d'avoir vraiment l'intégralité du cycle de produit sur une même plateforme. Je pense vraiment que c'est quelque chose que Miro a compris et qui voulait un peu s'enlever de cette image de juste de tableau blanc où on met des post-it, mais aujourd'hui de se dire vraiment voilà pourquoi on partirait pas en fait de cette plateforme où on a tous nos insights utilisateurs, plutôt que de renvoyer le lien à toutes les parties prenantes, de dire bah tiens regarde tel post-it, vraiment d'avoir tout au même endroit et de se dire bah voilà on va pouvoir avoir une release note, les slides, qu'on va pouvoir partager une audience différente potentiellement de ce qu'on a l'habitude de faire avec des techs ou avec des parties prenantes, les parties métiers, l'IT. Vraiment, on va pouvoir faire collaborer l'ensemble de ces métiers sur une même plateforme. Et c'est en ça que c'est vraiment intéressant. Euh, Là, ça prend un peu de temps. Je vais vous montrer le rendu parce que j'ai bien évidemment un backup ici de tous les objets qui ont été promptés. Donc voilà le type de rendu qu'on peut avoir. Ça reste de l'IA, c'est pas parfait. On peut faire des ajustements comme on peut le voir ici. On peut changer la police, vraiment, tout est éditable. Mais on a vraiment une présentation qui est, on va dire, tout à fait acceptable en idée, où on a vraiment le problème qu'on résout. Voilà, on met des KPI pertinents de choses qui nous ont permis de comprendre pourquoi on est arrivé à faire telle fonctionnalité. Vraiment, la logique produit est bien comprise par l'outil, et ça nous permet vraiment d'avoir une bonne base à retravailler, bien évidemment. Mais c'est ce qui permet d'avoir ensuite ce rendu et ce type de slide qui permet d'avoir une bonne base. Donc on a ensuite on peut avoir des slides de roadmap, de voir comment on peut aller plus loin. Mais voilà le type de rendu qu'on a in fine. Et est-ce que on voit si ça a été oui, bah voilà, on l'a eu en live ici. Les rendus sont différents à travers ça reste de l'IA, c'est jamais vraiment le même résultat qu'on a. Mais on va pouvoir gagner en précision en fonction de la donnée d'entrée qu'on ajoute et aussi du prompt qu'on va mettre, le format, le ton, la structure des slides. C'est vraiment des choses qui vont nous permettre d'affiner le résultat. Donc ici, oui, on a un peu à peu près le même type de slide, c'est un peu changé en termes de design comparé à ce que j'avais généré avant, mais on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui a cette vocation d'avoir une première version et qu'on peut éditer au fur et à mesure. Et ici, d'ailleurs, on peut voir, comme j'ai utilisé euh, mon prototype en entrée, il m'a bien pris un screen du proto. Ce qui est des choses, des petits détails sur lesquels on peut voir qui ne sont pas forcément visibles si jamais on n'avait pas pris le proto en entrée. Donc voilà, je vais conclure désormais sur vraiment en fait cet outil. Donc pour résumer un peu tout ce qu'on vient de voir, donc à partir d'un même point d'entrée qui était vraiment tous ces pain points d'utilisateurs Fuji, on a pu générer grâce à Miro 6 objets de nature complètement différente. Donc un backlog, une roadmap, un user flow, un prototype, une release note et un support de communication. J'insisterai en disant que vraiment le mécanisme est toujours le même. Donc, c'est à savoir d'avoir un prompt cadré, une génération visuelle après derrière, on émet une édition qui va être libre, donc on va pouvoir toujours retravailler ce qu'on vient de créer. Et c'est vraiment ça qui vient aussi
une brique une brique de contexte pour l'objet suivant. C'est vraiment cette dynamique de flow où chaque output créé devient une input pour la prochaine étape qu'on cherche à créer. Et c'est vraiment ça qui va en fait transformer Miro en un véritable qui va passer Miro dans sa petite whiteboarding à vraiment un véritable espace de travail de bout en bout. Vraiment sur toute cette chaîne de valeurs. Donc on va plus avoir de dispersion entre 1000 outils, donc à savoir un prototype sur Figma, un backlog sur Jira. On va tout avoir au même endroit pour avoir en fait de la traçabilité vraiment entre la discovery et le delivery. Et ça permet en fait d'avoir des boucles de feedback qui vont être qui va être beaucoup moins chronophage et qui vont se compter plutôt dans un délai de quelques heures plutôt que de quelques jours. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté ce démonstrateur. Si c'est le temps pour les questions, il nous reste du coup 15 minutes si des personnes ont des questions. Ouais, moi j'en ai une. Je voulais Oui. savoir, c'est quoi le LLM qui est utilisé derrière dans votre moteur d'IA numéro? Alors, le LLM utilisé derrière, il me semble que ça se veut agnostique et qu'on peut le choisir. On peut intégrer, enfin, ou du moins, c'est pareil, c'est dans la roadmap. Aujourd'hui, peut-être que ça doit tourner sur du OpenAI. Mais il me semble qu'ils veulent éditer pour que derrière, on puisse choisir son propre modèle LLM, tel que ça se fait en fait pas mal de nos jours. Je pense que Miro se veut laisser le choix du type de LLM qu'on va choisir. Oui, et s'il est un peu complété, bien sûr. Dans leur dernière conférence du coup Canva 26, ils ont annoncé une partenaire avec OpenAI. Mm. Et oui, peut-être une petite précision, l'ensemble des fonctionnalités qu'on vient de voir sont bien sûr des fonctionnalités qui sont possiblement testables en bêta, mais qui, in fine, devront passer par une licence payante. Et pour rebondir sur une question qu'on avait eue au cours d'atelier, oui, là, la génération a potentiellement été mieux, mais oui, on voit bien du coup qu'il y a alors c'est assez. Il y a beaucoup de liens cliquables, donc là, là, ça a bien été pris en compte, donc on peut vraiment passer d'une page à l'autre avec tous les liens qui ont été édités et cliquables, et on peut aussi les éditer et les supprimer si jamais ils sont pas les bons. Ouais, donc on voit ici, on peut modifier, on voit tous les boutons qui sont cliquables après en surveillance. Euh, le panier, donc ouais, ça a été fait, ça peut, comme l'IA peut faire des erreurs, donc généralement sur peut-être de l'effet démo de base, il n'y aura pas les liens, mais ici on voit bien qu'ils y sont. Donc c'est aussi ça il faut potentiellement relancer les prompts à chaque fois si le résultat ne convient pas parfaitement, itérer sur le nombre de précisant le prompt qu'on veut bien avoir des liens cliquables, ça peut aider. Vous savez, la licence, elle est à combien ensuite enfin, pour pouvoir utiliser Alors j'ai pas les prix en tête, et surtout nous on est sur une licence pro, donc enfin on est sur des licences pro, pas, enfin, qui vont être fonctionnalités enterprise, je veux dire. Donc j'ai pas exactement, et nous en tant que partenaire aussi avec Miro, on a des fonctionnalités en avance de phase. Après j'ai pas du tout en tête le pricing, on va dire, mais c'est une question, enfin je pense qu'on peut trouver directement sur leur site. Mais après tout ce qui va être en licence d'entreprise, ça va être généralement sur devis. Après pour des tarifs plus pro, on peut avoir, oui ça peut être 8 $ ou 10 $ par mois sur des formules starter, je pense. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.